et bienvenue dans l'épisode 160 du podcast Avez-vous choisi, le podcast pour entreprendre sa vie à sa façon. Je suis Oriane Savouré-Lucas, coach professionnel anti-brouillard, créatrice du podcast Avez-vous choisi et de la newsletter La Graine de la Semaine. J'accompagne les personnes entreprenantes à affirmer des choix sur mesure pour leur permettre de s'accomplir et de déployer des projets à impact positif et durable. Si vous souhaitez recevoir régulièrement une dose d'inspiration, écrite ou audio, au service d'une vie plus légère et plus profonde à la fois, inscrivez-vous gratuitement à ma newsletter sur mon site orianesavourelucas.com. Avez-vous choisi le podcast explore le vaste et intrigant territoire du choix sous 3 formats. Le billet où je partage réflexions et ressources pour choisir sa vie, la conversation avec une personne et son précieux supplément d'âme pour se réchauffer au feu de trajectoires singulièrement inspirantes, et l'éclairage où j'échange avec des auditeurs bloqués sur le rond-point du choix. Et aujourd'hui, place à la conversation d'Avez-vous choisi ? Faire le bon choix, ça veut dire quoi ? Et ça passe par quoi ? Le bon choix en anglais, ça se dit « The Good Choice » et c'est le nom de l'association dont Mariam Testar est la cofondatrice. La passionnée de choix que je suis s'est arrêtée sur ce nom un jour de 2024 à la lecture d'un post sur LinkedIn. C'est comme ça que j'ai découvert cette association qui prévient le décrochage scolaire des jeunes issus de quartiers populaires et de zones rurales. En utilisant le levier de l'engagement citoyen, l'équipe de The Good Choice accompagne ces jeunes à prendre confiance dans leurs idées ainsi que dans leur capacité d'action et dans leur capacité à tracer leur voie. J'ai été enthousiasmée par l'intention que pose The Good Choice, celle d'œuvrer sans angélisme ni fatalisme pour que les jeunes situés en périphérie, avec un S à périphérie, puissent ouvrir le champ de leur possible, activer le choix de leur propre voie. Alors, j'ai eu envie d'échanger avec Mariam et elle a accepté. Au cours de notre conversation enregistrée en juin 2024, Mariam et moi parlons entre autres de la genèse de The Good Choice, du parcours de Mariam et de son déclic pour lancer cette aventure associative un jour devant un reportage du journal de 13h. D'engagement individuel et de puissance du collectif, de confiance, d'expérience, de plafond de verre, d'ouverture et d'autorisation à offrir aux autres et à s'offrir à soi-même. Ou encore de limites imaginées et réelles, de choix conditionnés, d'optimisme lucide, de lignes à bouger, de points de départ, de possibles, de contournements, de déviations et de trajectoires. Bonne écoute! Bonjour Mariam! Bonjour Oriane. Bienvenue sur Avez-vous choisi, le podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Je suis ravie d'être là. Vraiment, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, tu es la cofondatrice et la dirigeante de l'association The Good Choice. Alors, moi, j'ai fait ta connaissance sur LinkedIn à travers une interview dans laquelle tu partageais ton engagement pour et dans l'association que tu as créée. Et donc, forcément, la passionnée de choix que je suis ne pouvait que s'arrêter sur le titre de The Good Choice. Et puis, j'ai prêté une oreille très attentive à ton discours. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux nous dire avec tes mots, The Good Choice, c'est quoi? Alors, The Good Choice, donc chez The Good Choice, on prévient le décrochage scolaire des jeunes qui sont issus des quartiers populaires et des zones rurales en utilisant l'engagement citoyen. En fait, on va accompagner les jeunes dans la création de projets à impact positif donc au sein de leur quartier ou de leur village. Et pour nous, l'objectif, c'est déjà qu'ils puissent reprendre le pouvoir d'action sur leur quotidien, qu'ils puissent se rendre compte aussi qu'ils peuvent avoir de très, très bonnes idées. Donc, elle va créer des choses très intéressantes dans le cadre de ces projets. En fait, d'expérimenter tout ce qui est soft skills, tout ce qui est apprendre à travailler avec les autres, apprendre à gérer aussi ses frustrations, à également pouvoir construire son plan d'orientation ou d'insertion professionnelle en accord avec soi-même et en accord avec les choses qu'on aura pu expérimenter sur la création de projets.
Et on va également leur permettre d'ouvrir leur chakra un maximum Mm. en leur permettant de participer à des masterclass, à des groupes de parole, à des visites d'entreprise. Voilà, tout ça pour les alimenter et pour leur permettre de construire leur propre voie. Ce que j'entends dans ce que tu évoques là, c'est quelque part créer la possibilité de prendre conscience de qui on est, de ce qui existe autour de nous, de pouvoir s'inspirer, de pouvoir se cultiver et ouvrir plus grand à la fois les yeux et puis le champ des possibles pour pouvoir prendre confiance pour les jeunes de ces quartiers populaires, de ces zones rurales qui peuvent parfois se sentir à côté. À côté de quoi on va peut-être en discuter justement, mais pour pouvoir prendre confiance dans leur capacité finalement à choisir plutôt que subir, à être acteur plutôt que juste spectateur de ce qui se passe autour d'eux. C'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Et on a vraiment, quand on parle d'engagement citoyen, on a aussi beaucoup de replacer le jeune dans son environnement, qu'il puisse se rendre compte qu'il a un rôle à jouer aussi dans le monde que l'on souhaite construire pour demain. Donc, ça veut dire qu'il, comme tu le dis si bien, ne pas être juste spectateur en fait de ce qui se passe, mais vraiment acteur et de se dire que voilà, moi, là où je vis, le quotidien que j'ai, etc., peut apporter aussi à la société dans laquelle j'évolue. Et c'est redonner confiance en soi, mais confiance aussi en sa capacité de créer des choses positives pour les autres. Et on parle beaucoup hein, de tout ce qui est les questions sociales, écologiques aujourd'hui. Et en fait, c'est de se dire que même en venant d'un quartier populaire, en venant d'un village où on est peu représenté finalement dans ces discussions, ben en fait, on a la possibilité aussi de porter sa voix. Et c'est hyper important pour nous, pour que en fait, nos jeunes puissent construire leur propre voix, qu'ils puissent se rendre compte qu'ils ont aussi une voix, avec un X en fait à la Hmm. fin. Donc, qu'ils doivent porter aussi leurs convictions. Et on a beaucoup plus de facilité en fait à trouver ce que l'on souhaite faire plus tard quand on sait qu'on est légitime en fait à évoluer dans cette société. Donc vraiment, il y a le côté engagement citoyen est très très fort chez nous. Mais on reviendra dessus, je pense, amplement parce que Hmm. ça fait vraiment partie de la colonne vertébrale de ce que l'on propose. Oui, et ce que j'entends, c'est comment finalement c'est une opportunité de créer dans ce que The Good Choice propose un espace qui va être suffisamment sécurisé et sécurisant pour pouvoir aussi challenger et inviter les jeunes que vous accompagnez à s'autoriser. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'autorisation, en fait, de dire, bah oui, c'est possible. Un, c'est possible, ça existe. Et deux, tu peux y aller, en fait. C'est aussi quelque chose que tu peux prendre à bras le corps et à travers tes engagements citoyens depuis l'endroit où tu te trouves, il y a des choses à dire, il y a des choses à faire. Et nous, on va t'accompagner à trouver ta voie VOIE et VOIX. C'est ce que Mm. j'entends, en fait, dans ce que tu partages. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Et on le voit, nous, sur le terrain, quand on arrive et qu'on propose, en fait, ce que l'on fait, tout de suite, le premier, les premières choses que nous remontent les jeunes, c'est, ah mais non, mais nous, on peut pas faire ça. Ah mais non, mais ça, c'est pas pour moi. Ah mais j'ai vu que des gens avaient fait ça, mais nous, on n'est pas capable. En fait, il y a ce truc d'éclater, en fait, la boîte dans laquelle on a pu les mettre pendant trop longtemps et de leur dire, ben non, en fait, vous pouvez sortir de cette position qu'on vous a donnée comme ça d'emblée. C'est à vous, en fait, d'aller chercher les choses. Allez les chercher. Allez revendiquer votre place, allez revendiquer vos positions, allez revendiquer vos idées, parce qu'on en a besoin, en fait. Et on a besoin d'idées nouvelles, on a besoin d'avoir le point de vue de toute la population et non pas comme on pourrait le penser, d'une certaine élite ou de certaines personnes qui viennent de telle ou telle catégorie socio-professionnelle. Et ce que je trouve très important dans ce que tu soulignes là, c'est combien, avant toute chose, il y a besoin que chaque individu s'autorise, qu'il y a Mm. besoin que chaque individu se sente dans la possibilité d'agir. Parce que dans ce que tu remontes là comme retour que vous avez de ces jeunes, c'est quand même, à un moment donné, une croyance qui a été intégrée que
bah, c'était pas possible en fait. C'est même pas un sujet, voire même ça n'a même pas été envisagé jusqu'à présent parce que consciemment ou inconsciemment, ils ont intégré que bah non, en fait ça c'est pas mon univers, c'est pas pour moi, ça me concerne pas, je suis pas légitime, je peux pas y arriver. Bref, il y a tout ce plafond de verre qu'il s'agit que vous proposez de venir faire à minima bouger, idéalement exploser quoi. Oui, oui, tout à fait. Après, c'est de le faire aussi en étant lucide. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est très important chez nous, c'est la lucidité aussi des situations dans lesquelles peuvent être les personnes qu'on accompagne. Mm. Parce que bah, ces croyances, elles viennent de quelque part Mm. et elles viennent des fois de choses très légitimes. Finalement, quand on parle, nous, les jeunes qu'on accompagne, c'est vraiment des jeunes qui sont dans la périphérie. Quand on dit périphérie, quand on dit éloignement géographique, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès d'emblée aux mêmes opportunités que des personnes qui vivent dans des grandes villes ou autres. Donc déjà, il y a cette difficulté d'accès qui est un frein en tant que tel et qui est un frein réel. Où on se dit, ah bah non, j'habite beaucoup trop loin de telle et telle chose, même en termes d'opportunités au niveau scolaire. Très clairement, quand on habite dans la ruralité, autour de soi, on n'a pas une pléthore d'offres en termes d'études. Donc, en fait, nos choix sont finalement conditionnés aussi Mm. par le cadre géographique dans lequel on est. Donc, en fait, il y a des choses des, euh, des limites qu'ils se sont fixées, mais qui sont réellement des limites et qui demandent en fait à trouver d'autres solutions. Et moi, ce que j'aime bien dire, parce qu'il y a une phrase que je déteste au plus haut point, c'est la phrase quand on veut, on peut. Mm. Parce qu'on peut avoir toute la volonté possible, on peut avoir vraiment envie d'arriver à tel et tel objectif, mais en fonction de où on vient géographiquement, de son contexte familial, social, économique, et ben en fait, on peut ne pas y arriver. Et moi, ce que je préfère, c'est la phrase, quand on veut, on contourne. Ok, il y a telle et telle contrainte qui existe, il y a ceci, il y a cela. Ben, comment on fait pour les contourner? Comment on fait pour trouver des solutions pour qu'on puisse y arriver finalement? Et, euh, et donc oui, il faut cette lucidité. Et même, c'est un devoir qu'on a envers eux de venir et de ne pas leur dire, ah mais oui, non, mais tu vas y arriver, mais c'est sûr, Mm. etc. Mais c'est d'être lucide avec eux, de dire, ok, il y a ces contraintes-là, on les connaît, on les voit. Mais maintenant, comment on fait pour passer outre toutes ces choses? Comment on fait pour construire des plans A, B, C, D, tout ce qu'on veut, pour en fait arriver à l'objectif final? Hmm. Donc il y a vraiment, et ça je trouve que c'est très important que tu le soulignes, la notion de réalité des limites et d'un environnement qui par défaut est plus ou moins propice et plus ou moins favorable et qu'il ne s'agit pas de nier cette réalité et que ce principe de réalité il est déterminant parce que sinon le risque ce serait effectivement de faire un 180 degrés, passer de bah moi je peux rien faire à tout est possible, à une forme un peu de motivationnisme un peu à 2 euros là qui te Ouais. dit que il n'y a pas de limite, etc. Tout est possible. Oui, mais à un moment donné, il y a un point de départ à considérer et on va partir de cette matière-là et qu'est-ce qu'on peut en faire? Par contre, c'est ça que vous travaillez, c'est on ne nie pas la réalité et en même temps, on va pas s'arrêter là non plus. Donc, comment est-ce qu'on saisit la matière de la vie qui est la tienne à pleine main et comment est-ce qu'on va la travailler pour imaginer un chemin, une destination, quelque chose qui te nourrisse et qui soit en plus impactante positivement Mm. pour ta communauté, ton territoire, ta famille. Bref, toute cette notion de lien en fait et de territoire qui, je sens au cœur de la démarche de The Good Choice. Oui, tout à fait. On s'inscrit vraiment dans un premier temps au niveau local. C'est qu'est-ce que je fais pour moi ici, pour les gens qui vivent autour de moi, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour améliorer des conditions de vie ou quelque chose, comment je peux monter un projet qui au niveau local peut fonctionner. En fait, on commence par ça pour déjà commencer dans un terrain un peu connu. Ça permet de pouvoir consolider un peu plus facilement sa confiance et expérimenter des choses parce que je sais que
à certains moments, on a pu faire, et on le fait, hein, on fait des visites d'entreprise dans des grandes entreprises françaises où tout de suite, voilà, ils sont très impressionnés. Mais ça, on le fait dans un second temps. Ah, d'abord, on va consolider un peu sa confiance avec les personnes que l'on a autour de soi, avec un cadre que l'on connaît. Et quand on a expérimenté, qu'on s'est rendu compte qu'on est capable de faire les choses, ben, on a beaucoup plus de facilité à aller à l'extérieur pour pouvoir revendiquer un peu tout ce que l'on sait faire, tout ce que l'on connaît, revendiquer aussi ses identités, revendiquer euh, ses, voilà, ce sentiment d'appartenance à un territoire et de dire, bah voilà, moi de ce territoire-là, j'ai expérimenté cela et je suis sûre que ça peut bénéficier à d'autres personnes. Et après, on élargit au niveau du département, au niveau de la région, au niveau du pays et pourquoi pas même à l'international sur certaines actions que l'on met en œuvre. Mais oui, on a un fort ancrage au niveau local et même nous, parce que comment on fonctionne, on travaille pour des collectivités. Donc en fait, on va avoir des communes qui vont nous solliciter pour pouvoir accompagner des jeunes de la commune. Quand tu dis Euh, jeune, c'est à peu près quelle tranche d'âge du coup? oui, alors on accompagne entre 12 et 24 ans. Donc bon, c'est une tranche d'âge assez large. Mm. Mais en fait, en fonction des âges, on va avoir des programmes différents. Et également, on va avoir des zones d'intervention qui vont être différentes. Par exemple, quand on est sur des populations de collégiens, on va vraiment intervenir au niveau de l'établissement scolaire. C'est beaucoup plus facile en fait de pouvoir les atteindre à ce niveau-là. Et après, quand on est sur des jeunes qui ont plus de 16 ans, ben là, on va les rencontrer en dehors du cadre scolaire, soit au sein d'associations locales, au sein des services jeunesse et de toutes ces structures-là qu'il y a au niveau de la ville. Et nous, ce qu'on propose concrètement, comme je l'ai dit, on va aider les jeunes à monter des projets à impact. Et en fait, on va les retrouver sur deux modèles différents. Soit un accompagnement sur 3 mois, où en fait, on va retrouver les jeunes à raison d'une séance par semaine, ou pendant 3 mois, on va les aider voilà, à créer leur projet. On va faire intervenir des professionnels aussi sur certains sujets pour pouvoir les aiguiller. On va faire les masterclass pour qu'ils puissent s'inspirer aussi des parcours d'autres porteurs de projets ou d'entrepreneurs qui ont lancé aussi des choses dans l'intérêt commun. Donc, on va avoir ce modèle sur 3 mois. Ou sinon, on va avoir un modèle qui est plutôt sous format hackathon, c'est-à-dire sur une semaine intensive. Et donc, souvent, ce sont sur les vacances scolaires qu'on propose ça. Et là, on va faire intervenir vraiment euh, plein de professionnels qui vont être là pendant une semaine pour pouvoir les aider à monter leur projet. On va avoir des experts en ressources humaines, des experts en communication, des experts juridiques, enfin, en fait, plein d'experts du monde de l'entreprise et qui vont venir pour les alimenter. On va avoir des coachs qui vont les accompagner, des mentors qui vont être là aussi pour pouvoir les accompagner dans la mise en œuvre du projet. Et à la fin, ils vont pitcher leur projet, donc face à leur famille, face aux élus, face à la population. Ils vont pitcher leur projet, montrer voilà ce qu'ils ont pu construire et après le mettre en œuvre au niveau local. Super. Donc on sent que c'est extrêmement construit. Et il y a quelque chose de l'ordre de d'abord rassurer, consolider un socle pour pouvoir un peu comme un pad de lancement, pouvoir ensuite créer les conditions soutenantes pour que le jeune, qu'il ait entre 12 et 24 ans, quel que soit le projet qu'il a envie de porter, sente qu'il est soutenu et qu'il puisse lui-même quelque part se propulser vers en partant d'un terrain connu vers un terrain plus inconnu, en tout cas moins maîtrisé, en se disant que c'est possible, qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un environnement suffisamment sécurisant et d'un soutien indéfectible qui va nourrir et qui va porter, quoi. Et ça, c'est Mm. très beau. J'imagine qu'il y a des belles révélations auxquelles vous assistez à l'issue d'une semaine de hackathon ou de 3 mois de projet. Oui, ah mais on a de super histoires à raconter. Je prends l'exemple sur un projet, en fait, des jeunes qui ont euh, organisé une vente de plantes solidaires au sein de l'ESAT dans leur ville. Alors déjà, il y en avait beaucoup qui ne savaient même pas qu'il y avait un ESAT dans leur ville, qui ne savaient pas ce qu'était un ESAT. Et en fait, déjà, ça a permis de créer même du lien au niveau local
entre deux mondes qui ne se côtoyaient pas, également sensibiliser aux questions du handicap et de construire en fait quelque chose ensemble, de créer des ponts. Et donc, en fait, ils ont organisé cette vente de plantes vraiment euh, au niveau de l'équipe projet. Chacun avait un peu son rôle. Il y avait celui qui allait négocier pour l'achat des plantes, celui qui allait s'occuper de la communication et de créer les affiches pour pouvoir les mettre dans la ville. D'autres qui s'occupaient plutôt des relations avec les AT, de voir comment on organise l'événement, etc. Et on a notamment un des jeunes qui a découvert vraiment qu'il adorait le domaine de la communication. C'était notamment, il était dans ce pôle-là et à qui on a pu faire découvrir des métiers auxquels il n'avait pas du tout idée. Par exemple, des métiers de graphiste, il ne savait pas du tout que ça existait. On a pu faire intervenir des personnes qui ont pu parler de leur métier. Et aujourd'hui, en fait, il s'apprête à intégrer dans ses études supérieures un établissement, un BTS en communication. Mm. Mais il n'aurait jamais pensé en fait que c'était possible, que ça existait, qu'on pouvait faire ce genre de choses. Et en fait, de par l'expérimentation directe dans un terrain connu, d'expérimenter différents métiers, différents secteurs au sein même d'un projet, et ben ça permet à beaucoup de découvrir des domaines et de se dire, ah ben ouais, vraiment, j'ai adoré en fait le faire dans le cadre de ce projet. Ben, je vais peut-être approfondir dans une formation qui va dans ce sens. Donc, on a plein d'exemples comme ça, et même c'est nous l'objectif, parce qu'on est là pour prévenir le décrochage scolaire, c'est en fait en dehors de l'école, de montrer déjà aussi l'intérêt de l'école, parce que comme on leur disait, bah là, vous êtes en train de peut-être créer le budget de l'événement, mais en fait, vous utilisez des mathématiques, là. Pour créer les affiches, bah, vous rédigez un petit peu, vous synthétisez vos idées, et donc c'est des choses que vous voyez également en français. Et on fait le lien en fait avec l'école pour se dire, Mm. finalement, ce que j'apprends à l'école, ben, en fait, ça sert à réellement faire des choses dans la vie de tous les jours. Mm. Et on arrive en fait après finalement à redonner de l'intérêt à l'école pour ces jeunes et surtout à leur donner un objectif euh, à aller à l'école finalement. Donc là, Mm. ce jeune garçon qui vraiment avait aucun intérêt à l'école, il y allait, c'était acte de présence et il était au bord du décrochage. Et bien finalement, quand on a construit en fait après son plan d'orientation vers ce projet d'aller vers la com, et bien tout de suite ces notes, on s'en sont ressenties parce qu'il avait un objectif au bout et un objectif qu'il avait touché du doigt en Mm. mettant en place ce projet. Ce que je trouve magnifique dans cet exemple que tu partages et qui doit faire écho à d'autres histoires singulières que tu as pu, dont tu pourrais témoigner et que tu as pu voir se dérouler sous tes yeux, c'est combien, en fait, ça parle de remettre du sens, mais dans toutes les acceptions de ce terme sens, parce que pour moi, et je pense qu'on l'oublie trop souvent, parce que c'est un mot qui est à la mode, on parle beaucoup du fait qu'on a besoin de sens, qu'on a tous besoin de remettre du sens dans ce qu'on fait, mais le mot sens, au départ, c'est d'abord sensoriel, c'est une expérience, on a besoin de vivre des choses, on est des êtres Mm. vivants, on est des êtres humains, on a besoin d'être sollicité et d'être touché dans notre corps, dans notre cœur aussi, par tout ce qui nous entoure. Et puis, c'est aussi remettre de la signification dans ce qu'on fait. Donc, c'est ce que tu disais, entre créer ces ponts finalement entre cette expérience sensorielle, réelle, dans un terrain connu, qui est leur commune, qui est leur réalité. Comment est-ce qu'on crée des ponts entre des mondes qui ne se côtoient même pas peut-être au quotidien? Et comment est-ce qu'on refait du lien entre ce qui se vit là et puis ce qui est appris au collège ou au lycée? Et puis, tout à coup, tout ça, ça donne du sens, c'est-à-dire ça donne une direction possible pour ce jeune qui était complètement, qui tournait en rond au lycée, tout à coup, il y a une direction qui se dessine, il y a une voie, il y a quelque chose, une trajectoire possible. Et j'ai l'impression que ce que vous faites naître aussi comme possibilité dans l'esprit de tous ces jeunes-là, c'est le et pourquoi pas? Et Mm. pourquoi pas moi, en fait? Finalement, quand je vois ça, quand je vis ça, quand j'entends ça, pourquoi pas? Pourquoi pas Mm. moi? Et tout à coup, il y a quelque chose de ce sens, de cette direction qui s'engramme et qui s'inscrit dans une possibilité, quoi. Mm. Totalement, totalement. C'est de se dire, et en fait,
le fait, ne serait-ce que de le tester et de voir que ça fonctionne derrière, Mm. je crois qu'il n'y a pas meilleur levier, en fait, de motivation. De se dire que, OK, aussi la notion de l'effort. C'est je donne un effort, je construis quelque chose, mais à la fin, j'ai une récompense parce que finalement, mon projet existe, etc. Et c'est de se dire aussi, on fait l'analogie avec l'école. OK, oui, c'est vrai, c'est compliqué de se lever le matin, d'écouter des cours toute la journée, de rester assis sur une chaise, etc. Mais finalement, si j'ai un objectif, si à chaque fois je garde en ligne de mire cet objectif, comme ça a été le cas quand j'ai mis en place mon projet et qu'à la fin c'était que ça se concrétise, mais en fait ça va se concrétiser. Et le truc de la pensée positive aussi. Ok, je vais y arriver, je vais y Mm. arriver. Ça va être compliqué, ça va être difficile, mais je vais y arriver. Et aussi, on a aussi une notion très forte du collectif chez nous. Les accompagnements sont collectifs, donc on fait avec les autres. On avance ensemble. Quand il y a une difficulté de quelqu'un, pour quelqu'un, on l'aide aussi. Et en même temps, moi, quand j'ai une difficulté, je vais chercher de l'aide. Et souvent, ben, à l'adolescence, on a beaucoup de mal à dire que voilà, c'est compliqué pour soi, qu'on n'y arrive pas ou autre. Et on se rend compte que au fur et à mesure de l'avancement des projets, qu'ils arrivent beaucoup plus facilement à verbaliser quand ils sont en difficulté, qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Et en fait, derrière, ils retrouvent leur équipe, leur équipe projet. Il y a toujours quelqu'un qui va être là, soit pour remobiliser, soit pour aider, soit voilà, pour lancer une blague, pour dédramatiser la chose. Et nous, on veut vraiment qu'ils puissent se dire qu'en fait, cette notion de collectif, c'est comme ça dans la vie de tous les jours. Il faut l'instaurer partout où on va. Et que quand je suis dans ma famille, quand je suis avec mes amis, quand je serai plus tard dans le monde professionnel, il faut que j'arrive à m'appuyer aussi sur les autres, à dire quand je ne peux pas, et surtout à apporter mon aide aux autres quand j'estime ou quand les personnes demandent de l'aide. Et c'est pour ça qu'on parle vraiment d'engagement citoyen. C'est dans ce sens, c'est oui, je suis une personne parmi la multitude de personnes qui sont autour de moi. Et ben, qu'est-ce que je fais en fait pour améliorer les choses? Mhm. Et on en a d'autant plus besoin, encore plus aujourd'hui, je pense, avec tout ce qui se passe dans l'actualité. Il y a ce besoin en fait de se dire je fais partie d'un tout, mais j'ai mon rôle à jouer dans ce tout. Oui, c'est ce que je trouve très beau d'ailleurs dans cette combinaison des mots engagement citoyen, c'est que on parle bien évidemment dans citoyen de cette notion de communauté et de comment est-ce que je fais ma part en fait, mais ça commence par le mot engagement qui est bien ce mot de mise en mouvement et que ça commence par un premier pas et que ce premier pas c'est à moi de le faire. Et je trouve intéressant parce que très souvent il y a un petit peu, je trouve, je sais pas comment ça résonne pour toi, mais cette croyance qui, pour le coup, est limitante, que pour pouvoir faire quelque chose, il faut déjà avoir confiance en soi. Sauf que ce que je remarque, et c'est corroboré par ce que tu dis là, c'est que la confiance, en fait, elle se construit dans l'action. C'est parce que j'aurais fait un premier pas, que j'aurais expérimenté, que j'aurais vu, que j'aurais récolté les premiers fruits et puis les premiers besoins d'ajustement aussi peut-être de mon action, que je vais prendre confiance dans ma capacité à faire et que donc demain, mon deuxième pas, il va être un, plus assuré, deux, peut-être même un petit peu plus grand, et que même trois, je vais peut-être pouvoir réussir à embarquer un peu de monde avec moi derrière, quoi. Mm. Et ça, je trouve que c'est important de le rappeler que la confiance pour avancer, on a besoin d'en avoir suffisamment, et c'est pour ça que je crois que vous prenez autant de précautions à consolider un socle de confiance, de sécurité avant de projeter les jeunes que vous accompagnez vers des environnements et des sujets nouveaux pour eux. Et en même temps, il y a besoin d'être conscient qu'on n'aura jamais assez confiance pour pouvoir aller en toute confiance, en toute sécurité vers des projets qui sont par définition au moins un peu, voire beaucoup nouveaux pour nous, quoi. Et que Mm. la confiance, elle va se construire et elle se nourrir dans l'action. C'est tout à fait ça. Se mettre en action. On le répète à chaque fois. Euh, on, les principales peurs que l'on a avant de se lancer, c'est notre esprit qui le crée. Et quand on passe à l'action, finalement, cette peur-là, elle se dissipe au fur et à mesure parce qu'on se rend compte que c'est possible. On se fait des fois une montagne de choses et notamment, c'est ce qu'on leur dit à chaque fois, c'est, allez, on tente, on y va. De toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce Mhm. qu'on a à perdre? Euh, que- pour certains projets où il y a besoin d'aller solliciter des personnes de l'extérieur, on a dit, ben, ouais, prends le téléphone, demande à la personne si elle te dit non, mais qu'est-ce que tu auras perdu?
au moins tu auras tenté. Et si elle te dit oui, c'est encore mieux. Mm. Mais c'est de se dire, allez, on y va, on ose. Vraiment, il y a le côté, on ose, mais en fait, on ose ensemble. Donc, ça donne un peu plus de force. On a les autres autour de soi. Et c'est pour ça que on utilise vraiment la gestion de projet. Moi, dans mon ancienne vie, j'étais chef de projet. Et vraiment, j'ai récupéré, en fait, tout ce que j'ai pu apprendre de cette ancienne vie et de voir, en fait, que on peut déplacer des montagnes énormes quand on est en groupe. Euh, et aussi, je suis quelqu'un qui est très engagé au niveau associatif aussi dans plein d'associations. Et vraiment cet esprit de on y va ensemble pour se donner de la force. Et après, petit à petit, bah, je prends un peu plus confiance en moi pour me dire que je peux y aller moi individuellement. Bah, c'est hyper important, je trouve. Mm. Et moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, même en arrivant dans le monde du travail, parce que j'étais comme eux, hein. J'ai grandi dans un quartier populaire où j'avais pas tous les codes professionnelle ou voilà, ça a été un peu compliqué moi au début de ma carrière. Et en fait, je me suis rendu compte d'avoir été dans des équipes projets où j'avais des tâches qui m'étaient assignées, que je devais les faire, mais après, au fur et à mesure, bah, je prenais un peu plus de confiance et je m'appuyais sur les autres et on avançait tous ensemble. Mais en fait, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup apporté. Et je me suis dit, je vais apporter aussi ça à cette jeune génération, ce que moi, j'aurais voulu peut-être connaître avant de le connaître dans la douleur un Mm. petit peu en arrivant dans le monde du travail, bah, de le faire avant. Et c'est ce qu'on fait tous les jours et on est ravis de pouvoir le faire. Alors, si me permet justement de te poser cette question de la jeunesse finalement de The Good Choice, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'est quoi le fil d'or, le fil directeur qui t'amène à cofonder The Good Choice? Et Hmm. en quelle année d'ailleurs? Alors, l'histoire de The Good Choice, elle date un petit peu avant qu'elle se concrétise réellement. Vraiment, The Good Choice, on va dire, c'est né dans mon esprit en 2014. En fait, en 2014, je devenais maman pour la première fois. Donc, c'était pendant mon congé maternité. Je tombe sur c'était le journal de 13 heures sur France 2, des fils rouges. Il y avait un fil rouge en fait toute la semaine. Pendant une semaine, on allait suivre une classe de troisième en Seine-Saint-Denis. Donc on suivait le quotidien de cette classe pendant toute une année, etc. Et on fait la rencontre d'un jeune garçon qui s'appelle Bakary. Et lui, Bakary, vraiment son dada, c'est de démonter et de remonter des ordinateurs. Il ne fait que ça, il en parle. À chaque épisode, on l'entend parler de ses ordinateurs et que c'est sa raison d'être, c'est ce qu'il fait dans son temps libre. Et donc, il y a le conseil de classe de fin de troisième qui arrive pour le dernier épisode en plus. Et donc, pour l'orientation après au lycée. Et en fait, Bakary, bah, contre toute attente, il est orienté en BEP chauffagiste. Alors moi, quand je vois ça, je me mets à pleurer devant ma télé euh, en me disant, parce que vraiment, parce que c'est son camarade qui lui expliquait le conseil de classe, comment il s'était passé, hein, le délégué de classe, et quand il lui a dit, ah ben toi, ils t'ont proposé, ils ont décidé que tu iras en BEP chauffagiste, en fait, son visage, il s'est complètement éteint. Mais vraiment, quand on parle de la lueur dans les yeux, la lueur qu'on a vue pendant une semaine de ce garçon-là parler de l'informatique, de ce qu'il aimait, etc. Et là, quand on lui dit ça, il y a un truc qui s'est vraiment éteint. Et moi, ça m'a complètement foudroyée à ce moment-là, parce que en même temps, j'ai été témoin de ça, mais ça m'a renvoyé aussi à l'époque où j'étais moi-même au collège où j'ai pu voir aussi d'autres camarades comme les miens, même moi également, à qui on a dit qu'ils n'étaient pas capables de faire telle ou telle chose et qui étaient relégués à des choses qu'ils ne voulaient absolument pas faire. Moi, je sais qu'on voulait à tout prix m'envoyer vers des métiers, vers le paramédical ou le soin ou l'enfance. J'adore les enfants, hein, mais c'était pas nécessairement ça que je voulais faire. Et en fait, ça m'a renvoyé à cette époque. Il y a eu une sorte de flashback en me disant, waouh,
15 ans, 20 ans après, moi, ce que j'ai pu voir, je me rends compte que ben, c'est toujours la même chose, en fait. Ça n'a pas changé. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais pris mon ordinateur, je me dis non, mais je vais faire quelque chose. Ben, je sais pas, je vais devenir conseillère d'orientation. Bon, j'ai tout de suite changé d'avis parce que j'ai vu qu'il fallait reprendre ses études, faire un master en psychologie. Je me dis bon, c'est peut-être pas le bon moment en étant enceinte de son premier enfant. Et en fait, à ce moment-là, il y a quelque chose où je me suis dit, je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose pour que, notamment, qu'on puisse donner le choix, en fait, aux jeunes leur donner vraiment la possibilité eux-mêmês de construire leur propre voie sans que ce soit parasité par les aspirations que d'autres ont pu mettre sur eux ou sur les soi-disant capacités ou incapacités à faire telle ou telle chose. Ben, on va les armer pour qu'ils puissent être en capacité de venir et de dire non, ce n'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est ça. Euh, et même, ça me rappelle une anecdote, parce que finalement, pour moi, quand j'étais en troisième, ben, on a réussi à me faire aller en seconde SMS à l'époque, qui est ST2S aujourd'hui, qui sont les Ouais. métiers du sanitaire et du social. Et en fait, dès les premières semaines, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Et j'étais allée voir ma CPE pour dire, ah ben non, moi, je veux absolument pas rester là. Et on m'avait dit, ah ben non, tu restes là. Je dis, ben non, je vais aller en voie générale, je vais aller en économique et sociale, c'est quelque chose qui me plaît. Et on m'avait dit, ah non, non, non. Et pendant un an, j'avais bataillé. Et finalement, à la fin de ma seconde, on avait accepté que j'aille en première générale, mais en me faisant signer un contrat moral où en fait, soit si pour le premier trimestre, je n'avais pas les notes escomptées en première, on me renvoyait manu militari en voie technologique. Et moi, j'avais trouvé ça hyper violent, on capitalise plutôt sur mon échec plutôt que sur ma réussite, en fait, à y arriver. Et finalement, j'ai pu déchirer avec beaucoup de plaisir ce contrat moral quand à la fin du premier trimestre, ben, ils se sont rendus compte que j'y étais arrivée. Et je me Hmm. disais, mais c'est dingue quand même qu'on ait besoin de signer des contrats à 15-16 ans, à venir signer un contrat où on dit non, mais je vais y arriver, quoi. Et elle te vient d'où cette détermination que tu as eue de rien lâcher, d'aller voir ta CPE, parce que en seconde, on a 15 ans, de Ouais. pas lâcher, d'insister pendant un an et de remettre le truc sur la table régulièrement et en disant non, non, mais moi, c'est là-bas que je vais, en fait. Et on fait comment? Ouais, bah, franchement, moi-même, je me demande, parce que j'étais une élève très modèle, qui parle pas, quand on lui dit de faire quelque chose, elle le fait, mais voilà, sans rechigner. Je crois je me suis jamais disputée à l'école ou quoi que ce soit. Vraiment, élève modèle, enfant modèle, qui ne remet jamais rien en question. Mais là, en fait, c'était trop. Hmm. Je pense que vraiment, il y a eu quelque chose de très physique, en fait, qui disait, je ne veux pas être là. Je ne veux vraiment pas être là. Comme s'il y Et avait un levier presque d'injustice qui s'était activé et que c'était juste, là, c'est la goutte d'eau, en fait. On c'est s'arrête là tout ça. de suite et c'est pas possible. Ben, je pense qu'à ce moment-là, j'ai conscientisé qu'on m'avait catapulté là-bas sans réellement me demander mon avis. Et moi, je suis quelqu'un alors, je crois qu'une des valeurs les plus importantes chez moi, je pense que c'est la justice. Hmm. Vraiment, et même la création de The Good Choice, ou même tout ce que je fais dans ma vie de tous les jours, c'est vraiment, je ne peux pas rester face à une situation qui n'est pas juste. Et je pense que c'est ça qui m'a donné la force, en fait, d'aller et de demander et de ne pas lâcher, surtout. Et encore plus, quand on m'a fait signer ce contrat moral, je me suis dit, mais attends, non, mais là, je vais encore plus leur prouver que je vais Hmm. y arriver. Donc, oui, je pense vraiment, parce que je l'ai fait vraiment moi toute seule dans mon coin. J'en ai pas parlé à mes parents, je m'en suis occupée toute seule. J'ai fait même j'ai certains camarades d'école qui sont toujours mes amis aujourd'hui. Quand je leur ai raconté l'anecdote, ils se disent, mais on s'en était jamais rendu compte en fait de ce que tu faisais en parallèle. Mais parce que c'était mon combat en fait. Hmm. Et finalement, j'y suis arrivée, mais je pense j'avais tellement de conviction que la personne en face de moi, la CPE, elle pouvait pas.
Elle pouvait pas faire autrement, je pense. J'aurais fait autre chose si ça n'avait pas fonctionné, un Mm. sitting ou je ne sais pas. Mais ouais, je pense que ça a été le point de départ, je pense, de mon, entre guillemets, de ma quête de, de- d'avoir de la liberté. Moi, je pense que si j'ai besoin de me sentir libre de faire ce que je veux, et en fait, je veux aussi donner cette possibilité aux jeunes de se dire, et la liberté de choisir la voie que tu as envie de choisir. Toujours avec lucidité, hein, parce que très clairement, si tu me dis je veux être pilote de chasse et que tu es hyper myope avec des lunettes comme ça, je te dirais, bon là, je pense que c'est pas possible. Mm. Mais, euh, mais, euh, mais oui, c'est de se dire, ok, va chercher les choses. Euh, Si tu sens qu'à l'intérieur de toi, c'est ce qu'il faut faire, écoute en fait la petite voix. Mhm. Écoute-la. Moi, j'ai écouté cette petite voix à ce moment-là et je le regrette pas aujourd'hui. Euh, et et c'est aussi, peut-être ce que j'aurais fait différemment à l'époque, c'est peut-être que j'aurais demandé un peu plus d'assistance de personnes autour de moi. Parce que bah, ça aurait pu très facilement, j'aurais pu abandonner. Ou euh, c'était quand même aussi quelque chose qui était difficile à vivre. Pendant un an, de te dire que tu ne veux pas être quelque part et que tu veux être ailleurs, mais on t'interdit en fait cette possibilité bah, psychologiquement, c'est pas facile. Moi, j'ai tenu, mais peut-être que Mm. dans d'autres circonstances, ça aurait été différent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir combien cette expérience-là, absolument fondatrice pour toi, que ce soit dans le positif et dans le désagréable de cette expérience, elle t'a complètement forgé dans la manière dont tu as nourri ces enjeux de liberté, de justice, de justesse aussi, et puis de cette envie de se dépêtrer des conditionnements et en tout cas de créer des possibilités qui ne s'arrêtent pas aux projections Mm, qu'on fait sur un individu, qu'on les fasse de soi pour soi ou que quelqu'un d'autre les fasse pour nous. Et je trouve ça beau de voir combien, quelques années plus tard, Bakary, au journal télévisé de 13 heures, te reconnecte à la jeune fille, à la jeune lycéenne que tu étais et que ça vienne réactiver cet enjeu d'injustice et de manque de justesse pour te dire, bon, concrètement, maintenant, je fais quoi? mm. Hein. Non, clairement, je pense que ça a été, ça a réactivé quelque chose. Ça a réactivé quelque chose qui aujourd'hui me porte encore. Mm. Et en fait, mais ça a été aussi, c'est arrivé graduellement. Donc après avoir vu voilà, la mésaventure de ce jeune Bakary que j'espère aujourd'hui a trouvé sa voie et qu'il est heureux dans sa vie, ce jeune homme. euh, En fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'investir dans l'associatif. Je me suis dit, ok, bon, je vais peut-être pas créer quelque chose en tant que tel maintenant, mais comment je fais en fait pour apporter quelque chose. Donc je me suis investie dans des associations dans le domaine de l'éducation, dans les domaines de l'égalité des chances. Je suis également dans des associations féministes, des associations antiracistes, en fait plein de choses qui alimentent aussi même nos actions chez The Good Choice. Et donc au fur et à mesure, ça, ça commençait à grossir, à grossir, à grossir. Et je me disais, mais je veux faire encore plus, je veux faire encore plus, je veux faire encore plus. Et à un moment donné, ben, dans ma carrière, euh, je, je me retrouve à un poste, le poste rêvé sur le papier, vraiment un bon salaire, des collègues géniaux, des perspectives d'évolution vraiment qui sont affichées à côté de la maison, donc vie pro, vie perso, c'est nickel. Et en fait, encore une fois, cette sensation de je ne veux pas être là. Je ne veux pas être là, même si toutes les conditions sont réunies, je suis pas faite pour ça. J'ai autre chose à apporter. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, en fait, cette chose qui grandit en moi, c'est l'envie d'avoir vraiment beaucoup plus d'impact que de juste être dans des associations d'autrui. C'est de créer quelque chose qui va aller dans ce sens-là, c'est de redonner le pouvoir en fait à nos jeunes. Et c'est là, à ce moment-là, que je crée The Good Choice. Donc on est en 2021 quand je crée The Good Choice. Donc je quitte mon emploi. Mm. Je quitte mon emploi pour créer The Good Choice. Et pourquoi je l'ai appelé The Good Choice? Euh, Parce que
Alors pour moi, j'aurais pu mettre un point d'interrogation à la fin de The Good Choice. Parce que pour moi, c'est un point de départ. Je sais que quand on rencontre pour la première fois les jeunes dans nos actions, on leur demande pour eux, c'est quoi faire le bon choix? C'est quoi finalement? Et il y a plein de réponses qui viennent qui sont géniales. Vraiment, et, et pour moi, en tout cas, faire le bon choix, c'est faire le bon choix pour soi à un moment donné, à ce moment-là. Tu feras toujours le bon choix parce qu'à ce moment-là, tu avais peut-être besoin de ça. Et ça permet aussi de, de dédramatiser la notion d'échec, d'erreur, de dire, ah mais non, j'ai pas fait le bon choix. En fait, tous les choix sont bons parce qu'au moment où tu l'as pris, ce choix-là, ça servait quelque chose pour toi. Et même, tu peux tirer des enseignements de mauvais choix, entre guillemets. Et également, faire le bon choix, c'est faire le bon choix pour soi. Donc, c'est déjà de partir de soi. Apprendre à se connaître, c'est clairement la base. C'est tant que je ne sais pas qui je suis réellement, je ne peux pas savoir où je veux aller. Donc, en fait, pour pouvoir faire ces choix-là, il faut que tu sois hyper ancré dans toi-même, que tu saches qui tu es. Et, euh, et notamment, nous, les accompagnements, comment on les débute chez The Good Choice, c'est vraiment toute une phase d'introspection que l'on va faire et aussi d'ancrage de ses identités, c'est-à-dire d'être fier de qui l'on est. Surtout quand on vient de certains territoires où on peut être soit stigmatisé, soit qu'on ait des stéréotypes sur qui on est. Mais en fait, sois fier de la personne que tu es, sois fier de ton parcours, sois fier du parcours de tes parents, sois fier des gens qui vivent autour de toi. Et cette fierté-là, soit comprends aussi ton histoire pour comprendre aussi pourquoi tu es dans telle ou telle situation. Et après, à partir de ça, on va pouvoir consolider quelque chose et t'offrir en fait cette possibilité de choisir. Parce que tu as le droit de choisir. Tu as le droit de dire que ben non, je ne souhaite pas ça, je souhaite cela. Ou non, j'ai d'autres aspirations que celles que les autres m'ont données. Ou je peux choisir quelque chose aujourd'hui et demain, je choisirai autre chose. Oui. Ça, Et c'est important de le souligner parce qu'effectivement, à l'âge de ces jeunes, 12-24 ans, il y a tellement d'appréhension. Justement, tu parlais de cette peur de faire le mauvais choix. Moi, je oui, sais que je passe beaucoup de temps à indiquer que c'est un premier choix et qu'il y en aura d'autres et qu'il n'y a rien qui est défini pour toute la vie. Enfin, il y a très mm, peu de choix, en fait, qui sont irrémédiables, irréversibles, inscrits dans le marbre et que finalement, ça permet aussi d'amener beaucoup plus de légèreté, en tout cas un peu moins mm, de lourdeur mm, et moins et de faire des choix du coup un peu moins guidés par la peur, mais un peu plus guidés par l'élan et de se dire bah, je vais faire un choix suffisamment bon mm, aujourd'hui pour moi, dans les conditions qui sont les miennes, dans les conditions du réel, dans ma vie telle qu'elle est, dans les possibilités, tout en ayant bah, mis tout en œuvre pour pouvoir ouvrir le champ des possibles et m'assurer que j'ai pas négligé une piste qui pourrait être quand même vachement sympa pour moi, mm. quoi. Et ça, c'est ça que je trouve chouette dans ce que vous proposez avec The Good Choice. Ouais, bah c'est vraiment de se dire, en fait, les possibilités, elles sont infinies. Et aussi, ce que je dis souvent à nos jeunes, c'est si tu n'as pas vu quelque chose qui te ressemblait euh, dans ta vie de tous les jours, bah, c'est peut-être parce que c'est toi, en fait, qui dois être cette personne. C'est toi qui dois peut-être montrer cette chose à quelqu'un d'autre qui, quand elle te verra faire une chose ou qu'elle te verra toi avec tes convictions ou autre, elle se dira, ah ouais, non, mais j'aimerais bien faire la même chose. Mm. En fait, de ne pas se calquer aussi à ce qu'on peut penser possible et ce qui ne l'est pas. Si tu as une envie, ben, concrétise-la. Et en restant Oui. dans des choses qui ne sont pas répréhensibles par la loi ou ce genre de choses, bien sûr. Bien évidemment. Et puis Mais, dans ces principes de lucidité aussi que tu as ouais, évoqué à plusieurs ouais, reprises. c'est ça. Si tu te projettes, du coup, parce que donc The Good Choice s'est concrétisé en 2021, si tu te projettes, allez, on va lancer au hasard une date comme 2030. Pour toi, The Good Choice, c'est quoi? C'est où? Ça permet quoi? Alors déjà, en 2030, vraiment, j'aimerais qu'on soit présent sur tout le territoire. Aujourd'hui, on est plutôt implanté en Île-de-France.
et quelques villages, pardon, mais qui sont plutôt à un périmètre voilà, autour de l'Île-de-France. Euh, oui, aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on ait un impact beaucoup plus fort, vraiment créer une sorte ouais, vraiment, j'utilise le mot pouvoir parce que c'est ça, c'est redonner le pouvoir aux jeunes. Qu'on qu'on- qu'on puisse vraiment porter un plaidoyer pour ces jeunes de prendre le pouvoir sur sa vie, prendre le pouvoir sur la société, en fait, ancrer des messages positifs pour la société qu'on souhaite construire, une société juste et équitable. Et donc de pouvoir vraiment créer un mouvement sur tout le territoire et faire en sorte que qu'on puisse outiller en fait tous nos jeunes, leur donner tous les outils qui permettra de développer leur plein potentiel parce qu'il y a un potentiel tellement riche. Il y a plein de gens qui disent oui, cette génération, elle est feignante, elle n'a pas envie, elle fournit pas les efforts. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que je suis hyper admirative de cette nouvelle génération qui, contrairement à nos générations, on était beaucoup plus dans le conformisme, on était beaucoup plus dans ah, mais non, mais il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut pas faire trop de bruit, il faut pas faire trop de vagues. Et ben en fait, elle vient et elle assume, en fait, elle défend des causes importantes. Et quand elle veut pas quelque chose, eh ben, elle ne veut pas. Quand on dit dans le monde du travail, ben, on a beaucoup de mal à recruter des jeunes, ben, peut-être que c'est le modèle du travail qui est à revoir et non pas la motivation de nos jeunes, parce qu'ils sont motivés. Il faut juste leur donner la Oui. possibilité de pouvoir déployer cette motivation. Et en fait, oui, j'aimerais qu'on puisse outiller tous ces jeunes-là à cette prise de pouvoir, donc sur Et, toute la France. et concrètement, pour accompagner ce mouvement-là, pour aider The Good Choice à se développer sur ce maillage territorial et à faire grandir et créer des opportunités pour de plus en plus de jeunes, de quoi vous avez besoin, comment on peut vous aider, et qui peut vous rejoindre? Oui. Alors, déjà, premièrement, on ouvre à bénévolat. Donc, on a des bénévoles qui peuvent nous accompagner à la fois en interne pour développer The Good Choice, mais aussi sur le terrain, dans nos ateliers. Donc, j'ai dit tout à l'heure que on faisait participer des personnes du monde de l'entreprise pour pouvoir mentorer, accompagner les jeunes sur les projets. Donc, voilà, on est tous les jours à la recherche de personnes qui ont envie en fait de transmettre leurs compétences. On est également, ben, si vous avez des contacts dans des collectivités qui partagent notre ADN, qui partagent nos ambitions pour la jeunesse, ben, c'est de pouvoir être mis en relation avec eux pour qu'on puisse voir ce qu'on peut construire ensemble. Et également, ben, trouver des entreprises aussi qui peuvent nous accompagner. On a pas mal d'entreprises qui sont partenaires de nos actions. On a Publicis, on a KPMG, on a Deloitte, on a des belles entreprises qui à la fois nous accompagnent financièrement, mais aussi par leurs collaborateurs qui interviennent aussi dans nos actions. Donc en fait, on a vraiment besoin de personnes qui à la fois pourraient nous aider en tant que ressources humaines, mais aussi des personnes qui pourraient relayer aussi nos actions, qui pourraient en parler à côté d'eux, qui pourraient nous envoyer aussi des jeunes qui ont besoin. Donc nous, on est vraiment accessible. Ils peuvent nous contacter via les réseaux sociaux, via Instagram ou TikTok ou via notre site internet. Euh, Tu donc, rappelles le euh, site internet du coup, Mariam? alors, c'est thegoodchoice.org. Donc, vous pouvez nous contacter. Et pour les réseaux sociaux, c'est The Good Choice Asso. Donc, vous pouvez nous retrouver, nous contacter. On adore parler. Vous le voyez, je fais que blablater depuis tout à l'heure. On adore parler, échanger. Et voilà, c'est ce qu'on souhaite avoir. Et on espère que The Good Choice pourra continuer à accompagner plein de jeunes et à leur redonner espoir, pouvoir et ouvrir leur champ des possibles maximum pour qu'ils puissent déployer vraiment tout le potentiel qu'ils ont en eux. Écoute, c'est tout ce qu'on souhaite à The Good Choice, de continuer à déployer grand les ailes de l'espoir et du pouvoir auprès de tous ces jeunes qui ont tellement de belles choses à proposer et de beaux projets
en germination là qu'il s'agit d'accompagner à grandir et à cultiver. Merci beaucoup pour ta confiance, Mariam. Merci Oriane de m'avoir invitée, donné la possibilité de parler de The Good Choice. Vraiment, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Avec joie. Merci à toi. Je remercie Mariam pour sa confiance, pour son engagement enthousiaste et déterminé qu'elle met au service de la liberté de choisir sa trajectoire et d'agir. Alors, que vous a inspiré cette conversation ? Je vous propose d'identifier la pépite, que vous choisissez d'en retenir. Ce mot, cette phrase, cette idée, comment est-ce que vous allez l'intégrer à votre réalité ? Quel est le premier petit pas que vous choisissez de planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici ? Je vous propose de me partager les déclics ou les questions peut-être que cette conversation aura fait émerger en vous. Et pour en savoir plus sur l'actualité de The Good Choice et pourquoi pas pour vous engager comme bénévole dans cette association, direction le site thegoodchoice.org et le compte The Good Choice Asso sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast Avez-vous choisi sur mon site oriansavoureluca.com et bien sûr sur toutes les plateformes de podcast. Et si cet épisode vous a plu, eh bien dites-le avec une constellation d'étoiles et un commentaire sur la plateforme de podcast de votre choix. Parce que vos étoiles, vos commentaires en ligne, votre bouche à oreille, voilà bien le soutien le plus précieux et le plus concret que vous pouvez apporter à ce podcast pour contribuer à le faire rayonner plus largement. Si vous êtes une ou un entrepreneur dans l'âme et que vous souhaitez travailler avec moi en coaching pour que je vous accompagne à raviver votre énergie créative pour déployer plus grand vos projets singuliers, contactez-moi via mon site oriansavoureluca.com. J'évaluerai si un coaching est pertinent pour vous et nous verrons si et comment nous aimerions travailler ensemble. Je vous souhaite une savoureuse et lumineuse journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, qu'allez-vous choisir ?